La Russie dépense des sommes astronomiques pour sa guerre impérialiste en Ukraine. On pourrait certainement affirmer que Poutine a lancé une course aux armements. Qui décidera du sort du continent européen. La Russie pourra-t-elle suivre le rythme des dépenses ? Les observateurs se demandent si les dépenses militaires vont ruiner la Russie, comme ce fut le cas pour l'Union soviétique. Il est largement reconnu que l'effondrement de l'Union soviétique était en partie dû à ses dépenses de défense élevées. Les dépenses militaires ont progressé sous Ronald Reagan, notamment avec l'initiative de défense stratégique. Les budgets avaient augmenté depuis les années 1970. Cependant, il était difficile d'obtenir des chiffres précis, les ministères les rapportant de façon peu claire. Les estimations indiquaient que les dépenses militaires représentaient jusqu'à 10 à 20% du produit intérieur brut. Cependant, il était clair que l'armée nécessitait beaucoup d'argent. Même en période de crise économique, la priorité à l'armée détournait aussi des talents indispensables aux réformes économiques envisagées sous Gorbatchev. Au lieu de favoriser les changements de marché, les innovateurs et entrepreneurs étaient poussés à la défense. En 1982, Léonid Brejnev a prononcé un discours enflammé sur la course aux armements contre les États-Unis. Citation : « Prendre du retard dans cette compétition est inadmissible. Nous attendons de nos scientifiques, concepteurs, ingénieurs et techniciens qu'ils fassent tant tout leur possible pour résoudre avec succès toutes les tâches liées à cela. Le pays ne ménagera aucun effort pour maintenir les forces d'armée à niveau et leur fournir les armes et équipements militaires les plus avancés. » Fin de citation. Pourtant, le budget militaire soviétique restait l'un des secrets les mieux gardés de l'Union soviétique. On ne peut qu'imaginer jusqu'où la propagande de l'Union soviétique est allée pour cacher le véritable chiffre. Alors que le pays semblait devenir plus transparent, le monde pouvait mieux comprendre combien les soviétiques dépensaient pour la défense ou la défense. Parce qu'il s'agissait en réalité de moyens offensifs pour l'attaque. En 1989, l'Union soviétique a dévoilé l'un de ses secrets les mieux gardés, la taille réelle de son budget militaire, qui avait longtemps fait l'objet de spéculations parmi les analystes occidentaux. De nouveaux documents révélés par les archives Hoover mettent en lumière le conflit interne parmi les dirigeants soviétiques concernant la question de savoir si le maintien du secret était bénéfique pour les intérêts nationaux ou nuisible à leur crédibilité. Officiellement, il était affirmé que le budget de la défense de 1980 représentait moins de 3% du produit intérieur brut du pays, un chiffre destiné à rassurer, mais considéré comme absurdement bas tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Les estimations du budget varièrent considérablement. L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm l'a estimé à 487 milliards de roubles, soit presque 3 fois le chiffre officiel. L'Agence du renseignement de la défense a suggéré qu'il pourrait atteindre jusqu'à 107 milliards de roubles. Seuls quelques individus triés sur le volet étaient au courant du budget réel. Les rapports suggèrent que seules 2 à 4 personnes étaient au courant, dont peut-être Gorbatchev, le secrétaire général, le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef d'état-major général. Certains ont même soutenu que personne ne comprenait réellement l'ampleur totale des dépenses de défense. En 1986, Gorbatchev cherchait à présenter l'Union des républiques socialistes soviétiques comme affirmée mais non agressive. Pourtant, le budget officiellement publié, étonnamment bas, a nui à sa crédibilité, surtout à la lumière du secret entourant l'incident de Tchernobyl. En réponse, une résolution du comité central a appelé à une plus grande transparence militaire, ce qui a conduit à la création du groupe de travail du bureau Bolite. Les détracteurs, comme le maréchal Akhromeyev, soutenaient que révéler les chiffres réels pourrait dévoiler un bluff, éroder la confiance, compliquer les ventes d'armes et rendre nécessaires des comparaisons économiques embarrassantes. Eh bien, en réalité, au milieu des années 80, l'économie et l'armée de l'Union soviétique étaient à un point aussi bas, tellement affaiblis qu'ils ne pouvaient pas risquer de laisser l'Occident savoir à quel point ils s'étaient réellement dégradés. Plus tard, des propositions visaient à présenter un chiffre crédible qui englobait les 20 milliards de roubles et pouvait être comparé aux dépenses de défense occidentales en termes par habitant ou en pourcentage du produit intérieur brut,
Après quelques retards, Gorbatchev a annoncé un budget de la défense révisé de 773 milliards de roubles en 1989, qui a ensuite été réduit à 60 et 11 milliards en 1990. Cependant, des doutes persistaient. Les analystes de la CIA estimaient que les dépenses et le réel pourraient se situer entre 130 et 160 milliards de roubles, indiquant que les chiffres publiés étaient davantage une estimation qu'une représentation complète. En comparaison, le budget militaire américain actuel ne représente que 34% du produit intérieur brut. Pour les contrats historiques des années 1980, chaque superpuissance dépensait environ 300 milliards de dollars américains par an pour l'effort militaire. Cela représente environ 67% du produit national brut des États-Unis et plus de 15% pour l'Union des républiques socialistes soviétiques. Inutile de dire que la militarisation à cette échelle a lourdement affecté l'économie soviétique. La priorité donnée à la production militaire a eu plusieurs impacts économiques. D'abord, cela a entraîné des déséquilibres dans la répartition des ressources dans l'économie. Les industries majeures se sont tournées vers la production d'équipements militaires. Dans le meilleur des cas, les traditions soviétiques négligeant la production de biens de consommation. Ce changement a entraîné des pénuries persistantes et un mécontentement croissant au sein de la population. Le gouvernement a donné la priorité à la création de chars, d'avions et d'armements, poussé par son objectif idéologique de faire de l'Union des républiques socialistes soviétiques une superpuissance mondiale. De plus, le fardeau financier lié au maintien d'un complexe militaro-industriel a exercé une pression considérable sur l'économie soviétique, en particulier pendant les périodes de stagnation économique. Le produit intérieur brut soviétique était en grande partie dédié à l'armée, rendant difficile la satisfaction des besoins civils. Cela révélait une contradiction majeure du système économique soviétique. Les zones urbaines connaissaient fréquemment des pénuries, ce qui entraînait un mécontentement public et l'émergence d'un marché noir axé sur la consommation. Tout cela vous semble-t-il familier ? Tout cela se produit actuellement en Russie sous Vladimir Poutine, surtout ces 3 dernières années. C'est la course aux armements. Aujourd'hui, la Fédération de Russie, sous son dirigeant inamovible Vladimir Poutine, fait la même chose. Depuis 2014, la Russie augmente ses dépenses militaires de façon folle. En 2000, les dépenses de l'armée russe étaient très modestes, seulement 9 milliards de dollars américains. Cependant, avec le temps, Vladimir Poutine s'est acclimaté à la politique russe. Il a soumis les médias et persécuté l'opposition. Sans opposition, il a commencé à augmenter les dépenses militaires. En 2014, les chiffres ont atteint 84 milliards de dollars américains, presque 10 fois plus en 14 ans. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les dépenses militaires ont explosé. La Russie prévoit d'allouer cette année 132 000 milliards de roubles, soit 1 679 milliards de dollars, aux efforts militaires et 345 000 milliards de roubles, soit 439 milliards de dollars, à la sécurité intérieure. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, ce n'est pas encore le plafond. Un sénateur du Conseil de la Fédération de Russie a proposé d'importantes réductions des dépenses fédérales afin d'augmenter le financement de la guerre en Ukraine et de la sécurité nationale. Je vais traduire dans une langue humaine. Cela signifie qu'un sénateur, haut responsable russe, propose « Prenons l'argent des domaines civils et des civils et versons-le dans le complexe militaro-industriel ». Ils en ont fait l'expérience directe dans les années 80 et 70, voire au début des années 90. Ils ont perdu la course aux armements et veulent recommencer, mais perdront encore. Anatoly Artemonov, président de la Commission du budget et des marchés financiers, a suggéré de réallouer jusqu'à 2000 milliards de roubles par an aux dépenses militaires, ce qui représente déjà 40% du budget national, le niveau le plus élevé depuis l'époque soviétique. Les coupes, prévues jusqu'en 2028, viseraient pas les dépenses inefficaces telles que certaines subventions et le financement d'actifs non essentiels comme les clubs de football. La militarisation de la Russie d'aujourd'hui a été un long processus. L'effondrement de l'Union soviétique a laissé la Russie politiquement et économiquement instable. Mais Moscou ne se considérait pas comme vaincue. Au lieu de cela, elle considérait l'ère soviétique de Gorbatchev comme une période de trahison, en particulier en ce qui concerne l'expansion de l'OTAN et les promesses non tenues d'intégration économique occidentale. Cela touche particulièrement mon pays et la politique en général, parce que les Russes
considèrent que l'ère Gorbatchev, la glasnost et la perestroïka comme une erreur, et l'expansion de l'OTAN vers l'Est, jusqu'à l'Estonie, vers mon pays, comme une erreur. Aussi, même si c'est notre libre arbitre qui en a été la cause. Ces perceptions ont façonné les politiques de sécurité russes et ont poussé à la modernisation de ces forces armées, qui avaient été gravement dégradées dans les années 1990. La modernisation a certes apporté de nouvelles capacités, mais c'est surtout axé sur la mise à niveau de systèmes existants ou l'application de programmes conçus il y a des décennies. Dans les années 1990, les forces conventionnelles russes ont eu du mal avec le financement, la réduction des effectifs et l'obsolescence de l'équipement. Cependant, les forces nucléaires ont été suffisamment financées pour maintenir la dissuasion stratégique. Les systèmes de missiles terrestres ont été modernisés et de nouveaux missiles de croisière nucléaires et planeurs hypersoniques développés. Les forces terrestres ont été réorganisées, avec plus d'importance accordée aux unités prêtes et aux forces spéciales. La modernisation de l'équipement comprenait des chars améliorés, des missiles d'artillerie et des drones, ce qui a permis d'améliorer la précision opérationnelle. La marine et les forces aérospatiales ont toutefois obtenu des résultats mitigés. La marine a conservé une capacité modeste de projection de puissance, mettant l'accent sur la défense et l'endurance basée sur les sous-marins. Le plus célèbre exemple serait l'amiral Kuznetsov, l'unique porte-avions russe qui est complètement dépassé, en réparation depuis une éternité. En près de 50 ans de service, il a surtout été en cale sèche pour réparation. Dès qu'il retourne à la frontière, il se passe quelque chose et il doit rentrer à la maison à nouveau. Les forces aériennes ont bénéficié d'investissements dans des avions multirôles, des bombardiers modernisés et l'introduction de systèmes de commandement et de contrôle numérique. Les réformes du nouveau regard de 2020, soutenues par la direction politique et un financement adéquat, ont réorganisé les structures de commandement. Elle a mis l'accent sur la professionnalisation et a jeté les bases des opérations interarmées en réseau. Dans les années 2010, Moscou avait une armée plus professionnelle, moderne et efficace, pouvant projeter sa puissance régionalement et mondialement. Même si les contraintes économiques continuent d'influencer le rythme et l'ampleur de la modernisation. Cependant, l'industrie militaire, malgré d'énormes financements, fait face à de graves problèmes. Le complexe militaro-industriel russe, ou LOPECK, est en difficulté en raison des sanctions internationales et des exigences continues de la guerre. Même avec des dépenses militaires élevées, l'industrie de la défense a du mal à produire de nouveaux systèmes avancés. Il utilise principalement d'anciens modèles soviétiques, effectue des améliorations limitées et dépend de fournisseurs extérieurs pour des pièces essentielles. Les efforts pour tout produire localement ont échoué, ce qui a conduit à des produits plus simples, une qualité inférieure et une stagnation de la recherche et du développement. Bien que l'organisation des pays exportateurs de pétrole russe puisse produire suffisamment pour soutenir sa guerre en Ukraine pour l'instant, elle ne peut pas rivaliser avec les technologies avancées des pays occidentaux ou de la Chine. Depuis le début des sanctions en 2014 et l'invasion de 2022, l'industrie de la défense n'a pas significativement amélioré sa technologie. Bien qu'il se soit adapté pour répondre aux besoins actuels, la qualité de l'équipement a diminué et les machines de haute qualité ont été remplacées par des versions de moindre qualité. L'accent a été mis sur la rénovation du matériel soviétique et la fabrication de systèmes plus simples à produire. Les principaux défis pour l'industrie de la défense incluent des chaînes de production sous tension, un manque de travailleurs qualifiés et une innovation limitée dans les technologies avancées. Malgré ces problèmes, la Russie peut encore maintenir des capacités militaires et scientifiques de base pour fournir des armes et moderniser son équipement grâce à des initiatives comme le programme d'armement d'État 2025-2034. Les importations de pays comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord restent essentielles, illustrant la dépendance persistante de la Russie envers les fournisseurs étrangers. Les sanctions occidentales affaiblissent fortement l'industrie de la défense. À court terme, elles limitent la capacité de la Russie à combattre et à long terme, elles réduisent sa capacité à rivaliser avec l'OTAN et la Chine. Les mesures clés incluent un contrôle accru des exportations, la fermeture des détournements de sanctions et l'incitation au départ des travailleurs qualifiés et innovateurs. Bien que la Russie puisse continuer à dépenser massivement pour la défense à court terme, tout assouplissement des sanctions pourrait accélérer la modernisation militaire, permettant au Kremlin d'acheter davantage tout en réduisant les pertes au combat. Au final, l'industrie de la défense risque de stagner ou de décliner,
ne produisant que des systèmes basiques incapables de rivaliser avec des adversaires plus avancés. En ciblant les secteurs militaires et civils russes, l'Occident peut compliquer la concurrence pour la Russie. À long terme, cela limite sa capacité à défier les forces occidentales et de l'OTAN, tout en permettant encore des conflits de faible intensité. Comme dans une histoire soviétique classique, les dépenses militaires de la Russie aujourd'hui sont pleines de mensonges. En juin, Poutine a annoncé vouloir réduire les dépenses militaires sur 3 ans face à des avertissements de récession imminente. Cela fait suite aux propos du ministre du Développement économique, Maxime Rechetnikov, qui affirme que la croissance économique en temps de guerre ralentit à mesure que les ressources diminuent. Malgré une croissance du produit intérieur brut prévue à 43% en 2024, l'inflation reste élevée en raison des sanctions. La hausse des salaires atteint un record en 16 ans à cause des pénuries de main-d'œuvre liées à l'enrôlement militaire. La Haute École d'économie prévoit un déficit de 26 millions de travailleurs d'ici la fin de 2024. Le Kremlin propose donc des incitations pour attirer des recrues. Les dépenses de défense de l'État soutiennent le complexe militaro-industriel, tandis que les industries privées peinent face à la hausse des coûts et à l'endettement, suscitant des craintes de crise bancaire. De plus, la réintégration de près de 140 000 soldats de retour pose d'autres défis économiques. Vladimir Poutine a remis en question la validité des rapports sur le déclin économique et a critiqué les priorités de dépenses de l'OTAN. Il a mentionné que la réduction prévue des dépenses de défense est une réponse mesurée aux pressions économiques tout en tentant de maintenir la préparation militaire. En 1989, Mikhaïl Gorbatchev a divulgué pour la première fois le budget militaire soviétique. Il a annoncé 119 milliards de dollars de dépenses de défense, bien au-dessus des prévisions. Il prévoyait de réduire son budget de 14% sur 2 ans, en réaffectant plus de 16 milliards de dollars pour améliorer le niveau de vie, notamment les biens de consommation, et le bien-être social, invoquant la diminution des tensions internationales et le contrôle des armements comme justification. Alors que Gorbatchev cherchait à renforcer la surveillance législative grâce au Congrès des députés du peuple, les analystes occidentaux restaient sceptiques, estimant que les dépenses réelles étaient sous-déclarées. Pourquoi croire Poutine maintenant ? Il n'a fait qu'augmenter le budget militaire et mentir sur les intentions impérialistes de la Russie. La Russie prévoit de dépenser environ 11 000 milliards de dollars pour renforcer son armée au cours des 11 prochaines années afin de se préparer à une éventuelle guerre à grand dessein d'échelle. Et oui, je ne me suis pas trompé ici. 11 000 milliards de dollars. Guirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, a déclaré « C'est le programme d'armement le plus ambitieux que la Russie ait lancé depuis la fin de l'Union soviétique. » Le pays modernise entièrement sa politique, son économie et sa société pour soutenir cette montée en puissance militaire. Pour soutenir cet effort, la Russie a créé 2 nouveaux districts militaires, Moscou et Leningrad, et prévoit de former davantage de divisions et d'unités militaires. Boudanov a souligné que la Russie veut dominer la région et modifier l'ordre mondial. Il a aussi averti que la Russie emploie de la guerre hybride à l'étranger, comme les cyberattaques et la désinformation pour affaiblir les démocraties. Les services de renseignement occidentaux alertent sur la puissance militaire russe. Boudanov a cité le chef du renseignement allemand, évoquant de possibles attaques contre l'OTAN avant 2030. Malgré les affirmations de Poutine et des propagandistes russes sur la puissance du pays, de graves effets sur l'économie russe sont déjà visibles. Lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg en juin, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et la gouverneure de la Banque centrale de Russie ont discuté de l'avenir économique du pays. Au milieu des craintes croissantes de récession, le ministre de l'Économie, Maxime Rechetnikov, a admis que la Russie est probablement confrontée à un ralentissement. Cette situation résulte d'une priorité donnée aux dépenses militaires au détriment de la croissance économique. Même si la hausse des prix des matières premières et le soutien de pays comme la Chine, la Turquie et les Émirats arabes unis ont apporté un certain soulagement à court terme, l'économie russe continue de rencontrer des difficultés. Pourquoi ? À cause des sanctions, de l'isolement mondial et de la priorité à la production militaire au détriment des réformes économiques. Depuis février 2022, l'économie russe a d'abord reculé, puis a progressé grâce à de bonnes conditions commerciales et à la hausse des investissements financés par le crédit. Le produit intérieur brut a augmenté de 41% en 2023 comme en 2024. Comme nous le savons déjà, cela est principalement dû au complexe militaro-industriel et aux paiements liés à la guerre.
Cependant, à la mi-2023, des signes de surchauffe de l'économie sont apparus avec un chômage historiquement bas, une hausse des salaires et de l'inflation. La Banque de Russie a ainsi porté les taux d'intérêt à 21%. Les secteurs non militaires ont été principalement touchés, la défense restant largement épargnée. Début 2025, la croissance économique a fortement ralenti, avec une contraction de 0,6% au premier trimestre, due à la faiblesse de l'activité dans les secteurs miniers, commercial, immobilier et des loisirs. Des taux d'intérêt élevés, des pénuries de main-d'œuvre, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et la baisse des prix du pétrole ont contribué à ce ralentissement. En avril et mai 2025, la Russie a traversé une grave crise économique. Le déficit budgétaire fédéral a dépassé les réserves à cause de la hausse des dépenses militaires et d'une baisse de 12% des revenus pétroliers. Les dépenses fédérales ont atteint 16 000 milliards de roubles, ce qui a entraîné une révision du déficit à 379 000 milliards de roubles. La croissance du produit intérieur brut devrait ralentir considérablement avec une inflation supérieure à 10%, ce qui limite les baisses des taux d'intérêt. L'emprunt intérieur essaie limité. Cette pression économique a un impact sur les efforts militaires, avec une production industrielle stagnante et des difficultés de recrutement. Les discussions sur le budget fédéral de 2026 révéleront les priorités entre les dépenses militaires et la stabilité économique. En mai 2025, la Russie faisait face à un déficit budgétaire fédéral de 34 000 milliards de roubles. Cela a presque épuisé les actifs liquides du Fonds national de bien-être et a forcé le gouvernement à recourir à l'emprunt intérieur. En conclusion, la Russie dépense des fonds colossaux pour son armée. Le déclin économique est indéniable, car la croissance économique est entièrement portée par l'industrie militaire. Cependant, tout comme l'Union soviétique, la Russie ne pourra pas mentir pour échapper à son destin. Merci d'avoir suivi cette analyse, mes amis. Si cela vous plaît, devenez membre de la chaîne car ces vidéos d'analyse approfondie sont toujours accessibles aux membres avant tout le monde. 1 à 2 semaines avant. Abonnez-vous à la chaîne ici sur YouTube, c'est vraiment abordable. Jusqu'à la prochaine vidéo, Slavo Ukraini et au revoir.